Alors, Laurent Toneike est déjà sur ce plateau. Il est analyste politique et journaliste. Bonjour Roland. Bonjour Carole Olaye, bonjour amis téléspectateurs et internautes. Alors, bienvenue. Nous démarrons cette analyse par le sujet de Kémy Séba. Son avocat est sorti hier et il craint une possible extradition vers le Bénin, ce qui n'avantage pas son client, a-t-il affirmé. Votre lecture? Oui, on a suivi la sortie de l'avocat de Kémy Séba et je crois que déjà il y a deux informations majeures qu'il faut retenir. D'abord, soit l'extradition de Kémy Séba ou soit il encourt une peine de 30 ans de prison. En fait, parce que pour ce qu'il a pu faire en France, et vous imaginez, je le rappelle, il est en tout cas quelqu'un qui critique tout le temps la France, les actions et l'intervention de la France en Afrique, l'impérialisme et les conséquences de la colonisation ou de l'esclavage. Donc, on connaît la position de Kémy Séba, mais on a pu voir qu'il est allé plus loin déjà on l'a vu brûler le franc CFA, qui est une monnaie d'Afrique, mais quand même qui est coupée en France parce qu'il y a des intérêts pour la France en la matière. Mais ce qui a certainement contribué à choquer peut-être les autorités françaises, c'est que quand il en arrive à dire qu'il brûle le passeport français, c'est une identité et c'est très important, un passeport pour un pays. Et donc quand vous en arrivez à détruire ou à brûler publiquement le passeport d'un pays, il y a des choses que vous ne pouvez plus faire. En fait, vous devez désormais faire attention. J'ai pu lire que les gens disent qu'il a le visa Schengen. Oui, vous avez le visa Schengen, ça vous permet d'aller dans plusieurs pays d'Europe. Mais dès lors que vous savez que dans ce pays, vous étiez, en tout cas, vous aviez cette nationalité, on vous a retiré cette nationalité, vous êtes allé plus loin en brûlant publiquement le passeport de ce pays, la meilleure option à prendre, c'est de ne pas y mettre pied. Voilà, c'est d'éviter de mettre pied là-bas. J'ai pu voir que hier, quand on en parle, les gens se sont acharnés contre nous pour dire que oui, que c'est un débat qu'on ne devait pas faire. Moi, j'estime que parfois, les gens n'aiment pas la vérité en face. Vous voyez, tous ceux qui sont ces soutiens de Kémy Séba, Nathalie Nyambe et consorts, eux tous sont déçus de l'attitude de Kémy Séba aujourd'hui. Mais Roland Toneike, est-ce parce que Kémy Séba n'a plus la nationalité française, ça veut dire tout simplement qu'il ne doit plus mettre pied sur le territoire français? Ce qu'on dit, c'est très clair du thé à terre, Carole Olaye. Vous venez à Abomey-Calavi, vous détruisez quelque chose de valeureux, en tout cas pour Abomey-Calavi. D'accord? Et Abomey-Calavi, qui vous avait donné un titre de résident permanent, vous retirez ce titre. Et vous vous permettez de revenir encore à Abomey-Calavi. Alors que vous avez détruit quelque chose qui leur est cher. Dans le cas d'espèce... Est-ce que c'est une infraction? Ah oui, mais c'est une infraction. Et la preuve, vous l'avez suivi. Parce qu'il a détruit le passeport. Vous imaginez le passeport béninois que quelqu'un se permette devant vous de brûler ça. En tant que béninois, vous serez d'accord? Ce n'est pas parce que Kémy Séba est un béninois, c'est parce qu'il défend certaines positions panafricanistes que je serai, bon, tout de go, on va le soutenir pour le soutenir. Là, il a fait une erreur capitale. Il ne devait pas se rendre en France. Qu'on se dise la vérité. Il pourrait rester en Espagne à côté, il peut rester en Allemagne, il peut rester en Suisse et faire ses rencontres-là et retourner. Mais il a pris un risque énorme. Et aujourd'hui, quand son avocat craint qu'il soit extradé, parce qu'ici aussi, on connaît la situation avec le gouvernement béninois. Le gouvernement, il n'est pas en de bons termes. Et quand on a eu après, il y a quelques jours à faire de tentatives ou complot contre la société de l'État, les gens ont offert de citer son nom. Son nom, tout à fait. Mais n'oubliez pas qu'entre les États, il y a des accords. N'oubliez pas que entre les États, il y a des complicités ou bien justement, je veux des pas relations. Non, relations, mais en fait, il y a un mot fort que je veux bien utiliser. Cela suppose que, quoi, à un moment donné, dès que l'autre État ne vous veut pas, et que l'autre aussi ne vous veut pas... Il peut donner des instructions sur des intérêts donnés. Voilà, sur les intérêts de ces pays-là, peuvent être mis sur la table, et au vu de ces intérêts, on peut dire maintenant, envoyer Kémy Séba au Bénin, nous allons nous occuper de lui. Parce qu'en l'état aujourd'hui, il n'est plus un citoyen français. Mais puisque c'est sa parents béninois, c'est tellement peut-être qu'il a fait la démarche d'avoir la nationalité béninoise, le Bénin peut décider de demander à la France, oui, c'est notre citoyen. Il vous a offensé, d'accord, mais nous souhaitons que vous l'envoyiez chez nous pour qu'il vienne puger sa peine dans notre pays. Et au vu des intérêts des accords, la France peut le livrer. Et c'est ce qu'il crée en réalité dans cette affaire. Et donc, c'est pas moi qui le dis, son avocat même l'a reconnu.
Donc, moi, j'estime que c'est un risque énorme qu'il a pris en se retrouvant. Et là encore, on dit que, en tout cas, c'est pas moi, selon ce qu'on a lu, qu'il serait parti pour rencontrer les opposants. Justement, c'est des raisons. Donc, cela suppose que, quelque part aussi, le gouvernement actuel, excusez, qui lui en voulait, certainement, c'est aussi une occasion de tout trouver pour réussir à régler les comptes avec lui. Avec lui. Donc, j'estime véritablement que les gens doivent pouvoir parfois, à un moment donné, reconnaître la vérité en face pour dire, écoutez, quand vous êtes dans une situation à risque, vous prenez vos dispositions. Peut-être que Kémy Séba comptait sur la force de ceux qui le soutenaient. Non, mais écoutez, vous avez peut-être les États-Unis derrière vous qui vous soutiennent, d'accord? Mais vous permettez d'aller peut-être aujourd'hui au Soudan du Sud pour dire que les Américains viennent vous sauver. Vous pensez que c'est aussi facile que ça? Aujourd'hui, la France et les États-Unis ont des intérêts. La France et la Russie ne s'entendent pas, d'accord, mais il y a des intérêts sur lesquels ils vont s'entendre. Il y a la Chine qui va intervenir, qui est aussi au beau milieu de tout ce mélange-là. J'estime véritablement que ce n'est pas parce que vous avez des soutiens derrière, parce que vous seul là, on peut peut-être mettre votre cas de côté et régler d'autres problèmes. Si la Russie recherchait comment vous appelez, des prisonniers, des opposants russes qui sont en France, c'est peut-être l'occasion pour la Russie de négocier pour dire, bon, libérez-moi alors les Russes que vous avez là-bas pour que je règle mes comptes avec eux et vous gardez Kémy Séba, peut-être que je protège. Je dis, en fait, je ne dis pas au fois que la Russie protège Kémy Séba. C'est une possibilité. Mais j'estime véritablement que nous devons faire très attention quand nous posons des actes. Nous devons pouvoir prendre la mesure des choses et assumer. Assumer et faire très attention. Parce que ce qui s'est passé avec Kémy Séba, il pouvait éviter ça. Nathalie Nyambe n'est pas d'accord. C'est vrai que même si on a vu aux premières heures Claudie Sia le soutenir, s'il doit être en tout cas honnête, il comprendra qu'il ne devrait pas le faire. Et je pense que c'est à ce niveau que le problème se pose. Chacun doit pouvoir faire attention et savoir où mettre les pieds. Voilà la suite de cette information. Il y a un nouveau système d'évaluation des agents de l'État. Après l'atelier d'hier des responsables des ressources humaines. Oui, il faut évaluer les agents de l'État. Il faut évaluer pour savoir déjà, il faut d'abord leur donner les cahiers de charges au début de l'année. D'abord, c'est vrai qu'il y a beaucoup parmi eux qui reçoivent les cahiers de charges. Et puis à la fin de l'année, au beau milieu de l'année, il faut les évaluer pour savoir où est-ce qu'ils en sont. Et même les agents de l'État qui sont commis à certaines tâches, il faut déjà commencer par les évaluer au fur et à mesure. Savoir qu'est-ce que tel fait dans cette structure du matin jusqu'au soir, parce que malheureusement, il y en a qui vont au boulot, qui sont des fonctionnaires de l'État, qui ont les pieds allongés sur le bureau du matin jusqu'au soir, et puis parfois ils sont assez insolents dans les bureaux, excusez le thème, mais ils sont assez insolents dans les bureaux pour certains. Il faut commencer par les évaluer pour savoir ce qu'ils apportent à l'État. Je ne dis pas qu'il faut se lever pour commencer par renvoyer les gens. S'il y a possibilité de prendre d'autres personnes pour les remplacer, il y en a qui ne veulent plus du tout travailler, ils ont des missions assignées à eux, mais bizarrement, n'atteignent peut-être pas, on n'arrive pas à atteindre les objectifs. Et donc, sans, comment vous appelez, les évaluations, on ne peut pas savoir comment ça évolue. Un manque à gagner forcément à l'État. Oui, bon, est-ce que je dirais manque à gagner? Bon, pas forcément, mais un problème d'atteinte des objectifs véritablement, parce que dès lors qu'un maillon de la chaîne n'est pas efficace, c'est que tout ce que la chaîne fait, il y a un hic quelque part. Donc, il va falloir travailler à arranger les choses. Donc, il faut évaluer les agents de l'État. Je suis d'accord qu'il faut les évaluer et savoir quels sont d'abord leurs niveaux aujourd'hui. Ici, il faut faire des recyclages, des mises à jour pour ces agents, les envoyer en formation, parce qu'on sait très bien que ce qui manque ces derniers temps aussi, c'est beaucoup plus les formations qui pourraient permettre aux agents de s'adapter aux nouvelles réformes dans le monde, à l'évolution du monde. Alors, les 5 chances des candidats à la présidence de la BAD dévoilées par le quotidien L'Économiste. Oui, je n'ai pas eu le temps de lire l'article et je n'ai pas pu en tout cas chercher à savoir, mais je sais que oui, dans cette bataille, il y a beaucoup à dire et puis j'ai pu lire... Nous avons un Béninois. Oui, j'ai pu lire il y a quelques jours que le directeur des opérations de la BAD, je voulais vérifier ça ce matin, mais je n'ai pas pu le vérifier, mais j'ai pu lire que le directeur des opérations de la BAD est un Béninois.
Et donc, je me suis dit, oui, bon, c'est un bon coup. Un bon coup, mais en quoi est-ce que ça va favoriser la candidature du Bénin? Parce que si vous voulez, comment vous voulez que le président de la BAD soit un Béninois et que le directeur d'opération soit de la BAD, comprenez quelque chose. Donc, il y a que moi, je pense qu'il fallait peut-être éviter ça d'abord et peut-être régler, ou bien laisser carrément ça, parce que dans les négociations. Mais ce que je veux dire, c'est que le gouvernement doit pouvoir prendre maintenant cette disposition et aller vraiment à une diplomatie offensive, aller rencontrer les responsables d'autres pays pour dire oui, quand même, il faut accorder maintenant cette présidence au Bénin. C'est des négociations. Au-delà de tout, on vous dira que les gens vont voter, les gens vont faire ci, vont faire ça, mais c'est des négociations. Et on se rappelle de l'expérience malheureuse de Christian Ouessavi pour le CAMES, où on a même dépêché des autorités, en tout cas des cadres, à aller rencontrer les autorités de la sous-région. Et puis à l'arrivée, c'est Ouattara qui s'invite au dernier moment pour dire non, attention, c'est un Ivoirien qui doit prendre. Et on sait comment ça a fini. On a pu voir aussi d'autres Béninois postuler pour des responsabilités au plan international. Et on a bien annoncé ça. On était fiers, Béninois, que ce soit un Béninois qui vienne finalement, en tout cas, occuper. On arrive à occuper cette fonction. Et à l'arrivée, à la dernière minute, il y a toujours comment vous appelez, un élément perturbateur qui empêche le Bénin d'avoir cette chance. Donc, dans le cas d'espèce, c'est le ministre des Finances, Romuald Wada, qui est candidat. On a pu voir, hein, et je l'ai dit, ça peut-être peut paraître bizarre pour les gens que je le dise comme ça. Depuis 2016, on a vu que les institutions de Bretton Woods, la BAD, comment vous appelez, l'UMOA, la BOAD, tout cela ont donné des prix à notre ministre des Finances, comme quoi le meilleur ministre de la sous-région, le meilleur ministre des Finances de l'Afrique. Il a reçu pas mal de distinctions. Oui. Donc, quelqu'un à qui vous avez donné toutes les distinctions possibles, je crois qu'il n'y a pas de débat à faire maintenant. Donnez-lui alors le poste de la présidence de la BAD, en réalité. Je le dis clairement pour dire quoi. Si même les responsables à ces niveaux-là ne le font pas, ça veut dire qu'en réalité, eux-mêmes ne sont pas fiers de ce qu'ils ont déclaré. Je le dis parce que si vous dites que le monsieur a été bon et que tout le temps vous chantez qu'il est bon, vous lui avez donné des distinctions et nous en étions fiers en tant que Béninois, c'est plus que jamais le moment maintenant de lui donner le Graal, la présidence de la BAD. Et je dis que le gouvernement doit continuer son offensive. Je souhaite qu'on ne rate pas cette chance. C'est vrai que pour certaines institutions de la sous-région, comme la BOAD par exemple, le poste de président revient d'office au Bénin. Donc, dans certaines institutions, malheureusement, le Togo va abriter le siège de la BOAD, mais le président sera béninois. Donc, pour d'autres institutions de la sous-région, il y a aussi des dispositions qui sont prises comme ça. Mais pour la BAD, je crois qu'il y a possibilité de donner ce poste de président au Bénin et de libérer notre jeune ministre des Finances qui soit utile au plan international. Peut-être que ça donnera la chance à un autre qui attend depuis 2016. En parlant de 2016, nous rentrons, je fais le lien en même temps pour parler politique. Il y a l'autre quotidien qui titre « Candidature à la présidentielle de 2026 ». Un nouvel ordre semble s'imposer. Oui, quand on regarde un peu ce qui se passe, un nouvel ordre semble pouvoir s'imposer, oui, parce que, vous savez, la manière dont nous allions aux élections, ce n'est pas de la même manière que nous irons aux élections en 2026. Les choses sont changées, il y a un code électoral, il y a des dispositions, il y a la Constitution, il faut tenir compte de ce que dit la Constitution, il faut tenir compte de ce que dit le code électoral, tout ça là. Donc, les choses ne seront pas comme avant. Et cela requiert une autre organisation par les partis politiques, par les acteurs politiques eux-mêmes et par les institutions en charge des élections également. Donc, il faille que toutes les sensibilités s'adaptent à l'évolution du temps, à la réalité face à laquelle nous sommes maintenant. Je le dis, en l'absence de la réalité du code électoral, il faut que les partis s'adaptent à cela, bon gré, mal gré, en travaillant à contourner les difficultés dans tout ce que nous voyons là, en contournant, parce que dès lors que vous avez des obstacles, que vous n'avez pas de solution pour lever ces obstacles, vous trouvez les moyens de surmonter ou de contourner ces obstacles. Et donc, il revient à toutes les sensibilités politiques de prendre la mesure des choses et de faire face aux défis. Alors, nous allons parler sport à présent. La Fédération béninoise de football qui dévoile la liste des 24 joueurs talents.
Oui, bon, je crois que pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, j'ai toujours été pour cette situation-là. Il faut repenser le football béninois par la base. Nous avons tellement de talent dans nos écoles, centres de formation. Nous avons tellement de talent dans nos écoles. Écoutez, quand vous regardez la progression du championnat national scolaire, ce que les enfants sont allés faire au plan africain, ce qu'ils sont allés faire au plan mondial, il y a de la valeur, il y a de la matière. Et quand vous prenez les Eto'o, Didier Drogba, Sadio Mané, c'est des gens qui ont commencé au bas âge et qui ont évolué avec ça. Ce n'est pas des gens qui, bizarrement, qu'on va repêcher parce que ils ont réussi à trouver une formation ou un club de seconde. À l'extérieur, c'est bon d'aller à l'extérieur, peut-être pour certains centres, certains clubs. Mais c'est-à-dire à l'extérieur, dans des clubs de 14e, 15e zone, qu'on vient nous brandir comme des professionnels, footballeurs professionnels. J'estime que nous devons repenser notre football. Commencer avec les enfants au bas âge. Les enfants grandissent ensemble, avec le même niveau, le même fond de jeu. Et comme ça, ils deviendront forts. Il ne sert à rien d'aller chercher Tantapion, pardon, je ne sais pas, je ne vais même pas citer le ville d'un pays européen au point de les frustrer. Mais je dis chercher quelqu'un à l'ouest, chercher l'autre à l'est, l'autre au nord-ouest, l'autre au sud-est, et puis ils ne maîtrisent rien de leur fond. Et puis quand il y a compétition, on leur donne 3 jours, 1 semaine pour s'entraîner, et puis on les met dans une compétition. Non, ça ne marche pas avec les 2 autres pays. Les autres pays ont formé les jeunes ensemble, ils ont évolué ensemble. Et aujourd'hui, ils ont un fond de jeu ensemble. Mais ici, les gens ne se connaissaient même pas. C'est-à-dire, on va les piocher n'importe où, n'importe comment. Et puis, chacun avec sa stratégie de jeu. Non, oui, voilà. Mais on les met ensemble à 1 semaine d'une compétition. On les met au beurre dans les hôtels, on leur donne tout. Et puis après, on les met en compétition. Ils vous fournissent quel fond de jeu? Est-ce qu'ils se connaissaient? Est-ce qu'ils avaient l'habitude? Ce n'est pas 1 semaine qu'ils vont commencer. Quelles sont les performances des uns et des autres? Voilà. S'il y en a qui ne jouent même plus. Donc, et puis, sur le terrain, qu'est-ce qu'ils peuvent prouver? Parce qu'ils n'ont pas appris à se communiquer entre eux sur le terrain. Ils ont à peine commencé par communiquer entre eux et puis on les met dans une compétition. J'estime que dans les centres de formation, il y en a à Missete, il y en a à Bémeraka, il faut travailler à accompagner ces jeunes. On a vu des jeunes qui sont allés au Brésil se faire former. Après, on ne sait pas où ils se retrouvent. Quelques-uns, on entend parler de quelques-uns. Parce que quand ils sont revenus au pays, il n'y a pas eu de suivi. Chacun, on les a laissés, chacun est laissé pour compte, chacun s'est débrouillé. C'est tellement, on ne sait pas s'ils jouent quand tu joues au football. Mais avec ça maintenant, je crois qu'on peut espérer dans 5 ans, déjà, peut-être pour les éliminatoires, les championnats de cadets, on peut être fier de ce truc que peut-être ces jeunes peuvent aller ensemble. Parce que si nos enfants dans les écoles ont pu donner ce résultat au plan africain, au plan mondial, ça veut dire que quand on prend des championnats de cadets, on peut espérer avoir un résultat. Après, les championnats des juniors, on a pu voir avec Personam de Campos, son équipe pour la CAN junior dans ce pays, les Bachirou et autres, on a pu voir ce qu'ils ont pu faire pour le Bénin. Et donc, après ça, ils vont évoluer au niveau des différentes catégories devenir seniors. Et ce sera l'équipe nationale du Bénin avec un fond de jeu, des joueurs qui se connaissent et qui peuvent jouer ensemble pour l'honneur du Bénin. Alors, dans le même registre, le stade Général Mathieu Kérékou, bientôt réhabilité à nouveau. Oui, ce qui me gêne dans tout ça, c'est que, c'est bien, la CAF a déclassé notre stade. Le gouvernement a décidé en conseil des ministres maintenant de reprendre les travaux, relooker aux normes de la CAF, c'est une bonne chose. Mais n'oubliez pas qu'il y a quelques mois, il y a eu une réfection du stade Général Mathieu Kérékou. Après cette réfection, la CAF a remis en cause ce qui a été fait. Mais à aucun moment on nous a dit ce qui s'est passé. C'est-à-dire on attendait qu'une commission d'enquête fasse un travail pour nous produire un résultat, pour dire, écoutez, parce qu'on a pu dire, quand on a commencé par dire que il faut demander des comptes aux autorités d'alors qui ont suivi les travaux de réfection. On dit que les Chinois n'ont jamais donné 13 milliards au Bénin. On dit que oui, que l'affaire de 13 milliards, ça n'existe pas. D'accord. Qui a fait les travaux? On sait que c'est les Chinois. Qui a supervisé?
Qu'est-ce qui s'est passé au point où on fait une réflexion et en moins d'1 an, les travaux sont encore remis, le stade est remis en cause. On connaît de tout ça, rien de tout ça. J'ai comme l'impression que parfois, on fait des choses pour protéger ou bien pour cacher des choses au peuple béninois. Nous avons entendu 13 milliards. On nous a dit que 13 milliards n'existait pas. Ok, mais les Chinois ont fait les travaux. Comment se fait-il que les Chinois ont fait les travaux et quelques mois après, la CAF remet en cause tous ces travaux? J'estime véritablement qu'il y a une opacité dans ce dossier. Que les gouvernements, avant de nous dire qu'on veut relooker le stade, que les gouvernements nous disent ce qui s'est véritablement passé. Moi, je ne sais pas ce qui s'est véritablement passé. Je suis allé superviser. Quand ils ont lancé les travaux de réflexion, j'ai couvert ce reportage. Pendant le suivi des travaux, j'étais tout le temps sur le reportage, j'ai couvert. Finition et puis réception des travaux, j'étais là. Donc les reportages, j'ai suivi. Et puis j'ai vu les déclarations des uns et des autres. Et il y a plusieurs ministres il y avait 3 ministres à l'époque. Il y avait le ministre Azan Meki, il y avait le ministre Aurélien Gounossi, il y avait le ministre Didier Tonato. Dites-nous clairement ce qui s'est passé. Et maintenant, la réflexion maintenant sera à la charge de qui? Du Bénin. Ça va coûter combien? Parce que là aussi, on dit on va réflexionner, on fait des choses, on ne dit pas le montant, ce que ça coûte. On n'a pas eu 13 milliards, vous nous dites que 13 milliards n'existe pas, nulle part, qu'il n'existe nulle part, que c'est les Chinois qui ont fait les travaux, d'accord. Maintenant, dites-nous, situez-nous les responsabilités. Ce que vous voulez refaire là, maintenant, là, ça va coûter combien aux contribuables béninois? Parce que ce n'est pas bien. Ce sont nos sous, même si ils ont le plein droit d'utiliser l'argent parce qu'on les a élus, ils ont l'obligation de nous faire une reddition de comptes et de nous dire clairement comment ils utilisent nos sous. On veut voir clair. Qu'on ne nous dise pas, après réflexion du stade relooké ou bien relooking, pardon, du stade, qu'on vient nous dire que ça a coûté 10 milliards, ça a coûté 25 milliards ou 5 milliards. Parce qu'avec ce qui s'est passé là, et ce que la CAF reproche au stade de Lyon, on le connaît. Ça va coûter, ce que ça peut coûter, qu'on nous dise clairement, dès le début maintenant, pour que demain on ne vienne pas nous dire que c'est 8 milliards que ça a coûté, et qu'après on arrive à dire encore que des gens ont mal géré. Ce n'est pas bon pour l'image de notre pays, ce n'est pas bon pour l'image du gouvernement en place. Alors, décryptage info, titre, malgré la fermeture des frontières, le Niger, 3e fournisseur du Bénin en 2023. Oui, je crois que le Niger fournit beaucoup de choses au Bénin. Quand vous prenez juste l'Orient que nous consommons, vous prenez les dattes, vous prenez un certain nombre de produits, même le bétail, hein, nous en avons qui vient du Niger en grande quantité. Et c'est pour ça que les frontières fermées entre le Bénin et le Niger, ce n'est pas bien, parce que ça ralentit un certain nombre d'activités économiques. Il faille que les gouvernants comprennent, je le dis, que le chef de l'État, Patrice Talon, et le chef de l'État du Niger, le général Tiani, s'entendent pour se rencontrent pour discuter et pour lever les goulots d'étendrement dans cette affaire de crise entre le Bénin et le Niger, que les activités reprennent de plus belle. C'est vrai que malgré tout, il y a toujours des échanges entre les deux pays, hein, mais s'il y avait la frontière n'était pas fermée, je crois que ça pourrait aller mieux que ça, et ça va être pour l'intérêt non seulement des gouvernements, de l'économie des deux pays, mais aussi pour les citoyens des deux pays, notamment les opérateurs économiques. N'oubliez pas que quand le Niger envoie les trucs au Bénin, n'oubliez pas que quand les Nigériens doivent consommer, de commander au-delà des frontières, en tout cas au-delà de l'Afrique, et que ça doit livrer, ça c'est livré par le port du Bénin. Donc, quand on reprend les activités entre les deux pays, ça arrange et le Niger et le Bénin. C'est très important de repenser ça et de travailler à ce que les opérateurs économiques puissent sourire à nouveau. Justement, merci Roland Toneikes. Le dernier sujet à aborder, c'est la prévention des grossesses scolaires, l'urgence de l'éducation sexuelle au Bénin. C'est le chronomètre qui titre sur cette information ce matin. Oui, aujourd'hui, malheureusement, hein, certains diront, oui, pourquoi faire l'éducation sexuelle dans nos écoles ou dans nos... Bon, je ne parle pas des écoles, dans nos collèges et lycées. Parce qu'au collège et lycée, les enfants, c'était une maturité déjà. C'est déjà l'adolescence. Et tout le monde sait qu'avant, pour espérer avoir des bouts de sein à la poitrine d'une fille, il fallait attendre 16 ans, 17 ans, 18 ans. C'est plus le cas aujourd'hui, déjà à 12 ans, 11 ans. 12 ans, c'est déjà même trop. À 10 ans, vous voyez des enfants avec des bouts de sein à la poitrine et qui commencent à se comporter comme des jeunes filles avec tous les dérangements, je ne sais pas, écoutez. Et là, il faut vraiment faire asseoir les filles et leur parler. C'est la puberté. Il faut leur parler. Il ne faut plus se cacher derrière
une valeur. À bien des égards, je ne dis pas qu'il faut aller faire la promotion de n'importe quoi. Tout à fait. Mais il faut faire asseoir les filles maintenant pour leur parler. Voilà l'état dans lequel tu te retrouves. Et voilà les implications. Si tu fais ci, voilà ce que ça va entraîner. Si tu fais ça, voilà comment ça peut te protéger. Et donc, attention, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Parce que l'enfant qui commence pas à avoir la puberté ressent des besoins. Malheureusement, c'est naturel. C'est naturel. Et donc, c'est en ce moment précis qu'il faut lui parler. Parce que quand l'enfant ressent le besoin et qu'il n'y a pas quelqu'un pour lui parler, qui n'a pas une certaine éducation en la matière, pour le canaliser, il va peut-être vouloir satisfaire ce besoin. Et en voulant satisfaire ce besoin, bonjour les dégâts. Donc j'estime qu'il faut penser à ça dans nos collèges, parler aux filles, que d'abord les parents déjà jouent leur rôle à la maison. Parce qu'il ne sert à rien d'être père ou de mère, de rentrer tard la nuit ou je sais quoi, et d'oublier que vous avez une fille qui a atteint la puberté, qui malheureusement commence à ressentir des besoins. Et dès lors qu'on ne lui parle pas que les besoins ne sont pas canalisés, bonjour les dégâts, vous serez le seul à subir après. Parce que malheureusement, on voit des parents qui aujourd'hui ont des enfants, 16 ans, 17 ans, qui tombent enceintes et qui peut-être malheureusement c'est un cuidam ou bien son camarade, un élève de terminale qui va enceinter une fille de 5e ou de 4e. Tout à fait. Et puis après, il refuse aussi après. Et on ne le retrouve même plus, il disparaît. Vous faites quoi? C'est votre enfant. Vous faites face à ce défi. Et donc, pour ne pas en arriver là, il faut que les parents jouent leur rôle, mais aussi dans nos collèges. Au niveau des professeurs de SVT, on doit pouvoir trouver la formule pour insérer ça. Ou bien, il y a l'éducation sociale et familiale, l'ESF, je crois. Il faut insérer ça, un programme, un cours, à proprement parler, au niveau de ce du secondaire. Oui, voilà, pour parler aux enfants, les éduquer. Parce que vous pensez que les enfants ne comprennent pas. Ils comprennent mieux que nous, aujourd'hui, malheureusement. Ce que nous ne comprenons pas quand on avait 12 ans, 13 ans là. Les enfants aujourd'hui comprennent ça. Et n'oubliez pas que l'avènement des réseaux sociaux a tout changé. Les enfants, vous prenez vos enfants pour des ignorants, mais ils sont mieux aguerris que vous. Ils connaissent des choses que vous ne maîtrisez pas. Autant mieux aller au débat et assumer, affronter. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tabou aujourd'hui en la matière avec les enfants. Il vaut mieux aller direct avec les enfants pour dire ça, c'est ça. Mais ça, c'est dangereux pour toi. Et vraiment que l'État trouve un moyen de nous aider. Roland, là où le bas blesse, c'est que l'auteur de ces grossesses, parfois, savait être des responsables, des éducateurs, des enseignants. Oui, c'est ce que je dis. En réalité, si vous éduquez votre enfant et que vous arrivez à le canaliser, ça n'arrivera pas. Mais justement, l'enseignant est censé éduquer cet enfant qu'il engrosse. Oui, c'est ce que. En fait, le monde d'aujourd'hui, c'est un monde de perversité et de vice. Si vous acceptez, si vous comprenez ça comme ça. Justement, c'est pour finalement dire que ce n'est pas seulement la jeune fille qui doit être sensibilisée, mais également les éducateurs les éducateurs sont irresponsables. Non, les éducateurs sont conscients. Vous n'allez pas me dire que quelqu'un qui a mon âge n'est pas conscient de ce que aller coucher avec une fille, c'est une bêtise. Si quelqu'un a mon âge, qui a mon âge aujourd'hui... Mais que dire alors des petites filles? Non, non, des cas où... Attendez. Il y a des cas où c'est des instituteurs, c'est au bas âge qu'ils doivent les petites filles dans les classes. C'est ce que vous dites. On a vécu ces réalités, ces tristes réalités. Juste à Bobé-Calavi. C'est ce que vous dites. Justement, donc, ils ont une part de responsabilité dans cet état de fait. Carole, là, je dis, quelqu'un qui a mon âge aujourd'hui, un jeune, en tout cas, est conscient de ce qu'il fait là, c'est dangereux. Mais le vice a pris le dessus sur lui, la perversité a pris le dessus sur lui. C'est pourquoi je parle aussi de l'éducation des filles. Je suis sûr que si vous éduquez bien votre fille à la maison et que vous lui dites de dénoncer des trucs là, que la fille a bien assimilé vos conseils, votre éducation, je suis sûr que quand un cuidam enseignant va lui faire ce geste-là, elle n'hésitera pas à vous dire, maman, tel m'a fait ça. Il y en a plein. Il y a de ces enfants qui viennent dénoncer. Mais c'est parce que nous-mêmes aussi, dans nos modes de vie à la maison, faisons très attention. Parce que quand vous voulez faire des choses, surtout quand peut-être c'est les mères célibataires ou des pères célibataires, et que la mère célibataire reçoit Jacques aujourd'hui, Jean demain, Paul après-demain, Marcel après, je crois le samedi. Vice-versa pour l'homme aussi, voilà. Il y a des enfants qui se retrouvent. J'en viens. Je ne parle pas que de ça, j'ai parlé de père célibataire, mère célibataire, j'en viens. Quand c'est comme ça, la fille qui est là, et parfois la fille dort au salon, et que vous faites vos bêtises à l'intérieur de l'enfant en temps, l'enfant n'aura d'autre choix
aura envie de tenter ce que vous faites. Tout à fait. Donc, si vous maîtrisez, ça va déjà aider l'enfant dans un premier temps. C'est pareil pour les pères célibataires. Vous avez des enfants avec vous, et c'est vous qui changez. Jacqueline aujourd'hui, Yasmine après-demain, Georgette le samedi, et puis, je ne sais pas, Augustine le dimanche. Votre garçon qui voit ça là, vous pensez qu'il sera stable sexuellement? Non. Il pensera que changer les femmes, c'est un plaisir. C'est ça la norme. Et la fille que vous avez à la maison également, votre fille qui voit papa en train de faire ça, d'abord, elle n'aura aucune difficulté à se livrer aux hommes. Non seulement ça, elle ne fera jamais confiance aux hommes. Ça, je suppose que elle va dire, les hommes se courent de femme en femme, et donc par conséquent, même s'il trouve un homme, c'est qu'il sera comme mon père. Et donc elle-même peut se dire, bon, moi, m'accrocher à un seul homme, jamais. Hein. J'aurai 2, 3 gars. Hein. D'ailleurs, même les filles aujourd'hui, quand vous leur posez la question, bonjour les dégâts. Elles ont déjà 2, 3 gars, 4 gars à gérer. Une fille. Donc, j'estime véritablement que ça part de nous d'abord à la maison. Si ça part de nous, que nous donnons de bonnes éducations, en tout cas, une bonne éducation à nos enfants, les enfants auront le courage de dénoncer les enseignants. Tout à fait. Et les enseignants pervers seront livrés. Maintenant, vous-même, vous avez une vie de débauche. L'enfant, vous avez vu faire la débauche. Et chaque fois, ressent le besoin de faire ce que vous faites. L'enseignant, et comme elle n'a pas le courage d'aller demander ça à un camarade de classe, parce qu'elle fait les jeux d'yeux doux à son camarade de classe, le camarade de classe ne s'intéresse pas à lui, parce que le garçon, lui, il a reçu une bonne éducation à la maison. Le signe, ce que fait la fille, il n'arrive pas à cerner le geste. L'enseignant vient, la fille va céder. Et donc, j'estime que c'est à partir de nous que ça commence. Maintenant, l'État a pris des discussions, hein, tous les enseignants vicieux, pervers, ils doivent subir les règles de la loi. Mais c'est à nous aussi, parents, de faire prendre nos responsabilités. Les parents qui pensent qu'il faut aller au boulot, rentrer à 18h, 22h, 23h, et que les enfants sont laissés pour compte, doivent comprendre que des choses se passent derrière eux. Ils doivent prendre leurs dispositions. Merci, Roland Tony Ikes.